Qui contrôle les semences contrôle le monde, déclarait déjà en son temps l'ancien ministre des Affaires étrangères américain Henry Kissinger. Ce documentaire a présenté les faits, tordu le cou à beaucoup de fausses vérités et fait naître de nouvelles questions. Je suis heureuse d'accueillir sur le plateau Pierre-Henri Gouillon. Merci d'être là. Nous vous avons vu à l'instant dans le film, vous êtes biologiste et vous vous occupez depuis longtemps des conséquences du génie génétique sur la société. Monsieur Gouillon, vendredi, un procès va s'ouvrir à La Haye contre le groupe américain Monsanto. C'est un procès symbolique, mais avec de vrais juges et de vrais avocats. Il vise à faire condamner le géant américain pour crimes contre l'environnement et la santé humaine et faire reconnaître la notion d'écocide en droit international. À votre avis, ils vont y arriver ? Je pense qu'ils ont une chance d'arriver à ce qu'on parle de cette question. Je pense qu'ils ont une bonne chance d'arriver à ce que les questions de crimes contre l'environnement arrivent. C'est vrai qu'on a défini les crimes contre l'humanité à Nuremberg et il n'y a malheureusement pas eu de Nuremberg pour les questions environnementales jusqu'à présent. Et il faudrait espérer qu'il ne faille pas un désastre aussi grand que la Shoah pour arriver à fabriquer ce concept de crime contre l'environnement. Donc je pense que c'est très important qu'au niveau symbolique, ce genre de questions soit posée et qu'en droit international, progressivement, cette question arrive. Je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Le plus vite sera le mieux. C'est surtout important qu'il y ait une mobilisation citoyenne, populaire, une pression plus forte qu'avant. Vous pensez que cela peut infléchir à long terme la politique de ce groupe américain ? Je ne pense pas qu'on changera la politique d'un groupe comme Monsanto directement à travers l'opinion publique, sinon ça serait déjà arrivé. Mais ce que l'opinion publique peut faire, c'est amener les gouvernements à mettre en place des réglementations qui empêchent Monsanto de continuer ses exactions. C'est quand même déjà ce qui est un peu arrivé, puisque la très forte mobilisation contre les OGM a abouti à ce qu'il n'y ait quasiment pas d'OGM cultivés dans beaucoup de pays européens. Alors que je me souviens très bien que dans les années 90, les producteurs d'OGM me disaient d'ici très peu de temps, tout sera OGM en Europe. Donc l'opinion publique relayée par les médias, parce que s'il n'y avait pas eu les médias, ça ne serait pas passé non plus, eh bien l'opinion publique a réussi à stopper ce mouvement. Oui, mais quand même, beaucoup de choses se sont pourtant déjà produites ces derniers temps grâce à la pression de l'opinion publique. Mais il y a quelques semaines, le géant allemand de l'industrie pharmaceutique Bayer a racheté le groupe américain Monsanto. Depuis, la peur est montée d'un cran. Le nouveau groupe issu de la fusion détient plus de 280 brevets de variétés cultivables. Ne sommes-nous pas en train de laisser aux grands groupes le pouvoir de nourrir le monde ? Et n'est-ce pas déjà trop tard ? Alors le pouvoir de nourrir le monde, comme vous dites, je pense qu'il s'agit malheureusement aussi du pouvoir d'affamer le monde. Et du coup, non, je pense qu'il n'est pas raisonnable de laisser très peu de groupes posséder l'ensemble des ressources génétiques de la planète. D'autant que ce mouvement de concentration des entreprises qui s'occupent de semences a démarré depuis le milieu du XXe siècle progressivement et qu'on a constaté qu'à chaque fois que deux groupes fusionnaient, la diversité des plantes qu'ils possédaient avant se réduisait puisque une seule entreprise a une diversité génétique donnée de plantes, et quand on en fusionne deux, en gros, on perd la moitié de la diversité qu'on avait au départ. Donc en réalité, les plantes cultivées sont en train de perdre leur diversité à très grande vitesse, en particulier du fait de cette concentration. Il y a une loi antitrust, je ne vois pas pourquoi elle ne s'applique pas aux semences. C'est intéressant ce que vous dites là. Il y a des études récentes qui disent que les manipulations génétiques dans le domaine agricole font plus de tort à la biodiversité que le changement climatique. Vous êtes d'accord ? Disons que c'est l'agriculture industrielle qui est mauvaise pour la biodiversité en général, et en particulier pour la diversité des plantes cultivées. Et je trouve que c'est une question intéressante parce qu'on peut discuter de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre de la diversité dans les écosystèmes, mais dans les champs, là, on contrôle relativement bien ce qui se passe sur le plan de la diversité génétique. Et le fait de cultiver des millions d'hectares, comme c'est montré dans le film, avec la même variété de soja transgénique, par exemple, c'est évidemment une catastrophe sur le plan biodiversité. Et c'est un danger très grand, parce que
il faut bien savoir que quand on cultive sur de très grandes surfaces les mêmes génotypes, un jour ou l'autre, une maladie adaptée à ce génotype va décimer ces populations. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que de nombreux critiques disent, comme vous, que les monocultures de maïs, de soja ne servent pas à nourrir les plus pauvres et à lutter contre la faim, mais à produire les aliments pour le bétail qui sont nécessaires à la filière viande pour satisfaire la demande croissante des classes moyennes. Donc c'est un discours très hypocrite. Non, mais ça, le fait de dire que les OGM sont destinés à nourrir la planète, c'est un slogan qui a été découvert par une entreprise de communication. Ce n'était pas du tout dans les premiers attendus des OGM. Je me souviens qu'en 1998, quand on a fait une conférence de citoyens en France sur la question, cet aspect-là n'était pas du tout mis en place, personne n'en parlait. Et le résultat de cette conférence de citoyens et de l'immense campagne de publicité qu'ont fait les boîtes de biotech à l'époque a été très négatif dans l'opinion publique. À la suite de quoi, les entreprises de biotechnologie ont demandé à des entreprises de communication des slogans pour améliorer l'image des OGM. Je le sais parce que une de ces boîtes m'a demandé conseil, etc. Et donc, c'est une entreprise anglaise qui a gagné le gros lot avec nourrir la planète. C'est absolument pas vrai. Oui, je pense que ça vaut la peine d'en dire deux mots. On a actuellement une production agricole mondiale suffisante pour nourrir tous les humains. S'il y a 1 milliard de gens qui n'ont pas assez à manger, donc quelques centaines de millions qui meurent de faim, c'est parce que les inégalités sont trop grandes. Faire une agriculture très chère, c'est bien montré dans le film, avec des semences très chères, etc., ça ne peut qu'augmenter les inégalités, donc augmenter le nombre de gens qui meurent de faim, même si on augmentait la production. En augmentant les inégalités, on augmente le nombre de gens qui meurent de faim. Et pourtant, on dit aussi qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut savoir prendre ce qui est utile, contrôler les manipulations génétiques, ne pas diaboliser les OGM, parce que sinon, nous n'arriverons pas à nourrir 9 milliards d'êtres humains. C'est vrai? Est-ce que nous devons accepter de manger des OGM pour que l'Afrique mange à sa faim? Vous êtes d'accord avec ce genre de discours? En réalité, les OGM ne nous nourrissent pas. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, ils nourrissent plutôt des animaux. Et pour ce qui concerne le fait de faire manger les gens, si on veut vraiment augmenter la productivité à l'hectare, eh bien, il faudrait fabriquer une agriculture dans laquelle on alterne différentes espèces, différentes variétés, etc., dans laquelle la diversité permette, en gros, on peut dire que pour faire une agriculture écologiquement intensive, il faudrait que jamais un rayon de soleil n'arrive au sol. C'est-à-dire qu'il y ait toujours une feuille pour intercepter le soleil. C'est comme ça qu'on captera le maximum d'énergie. Regardez un champ de maïs, la majorité du temps dans l'année, le soleil arrive au sol, il y a des toutes petites plantes, une toutes les 50 cm. Donc ces cultures industrielles actuellement ne sont absolument pas optimales sur le plan de la productivité. Si on voulait refaire une agriculture qui produise, la difficulté, c'est qu'il faudrait faire une agroécologie beaucoup plus intelligente que cette machine de guerre technique qu'on met actuellement en place, et que ça demande des gens. Les OGM n'augmentent pas la productivité des plantes, ils augmentent seulement la productivité à l'heure de travail. C'est bien dit dans le film. Même un fermier va pouvoir cultiver des centaines, des milliers d'hectares. Mais ça, c'est pas ça qui va nourrir plus de monde. Au contraire, plus on arrive à faire une agriculture où il y a peu de gens dans les champs, plus il y a de gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont rien à manger. Donc, même si vous augmentez la productivité, et actuellement, ce n'est pas le cas, eh bien, en créant ces inégalités, vous augmentez le problème de la faim dans le monde. Pour finir, essayons d'ouvrir un petit peu le débat. N'avons-nous pas succombé à une passion déraisonnable pour le high-tech? On investit massivement dans les nouvelles technologies, en médecine, dans l'automobile, dans l'énergie. Peut-on imaginer que cet engouement pour les technologies, cette volonté de concrétiser tout ce qui est possible, épargne le secteur de l'agriculture? Qu'en pensez-vous? Les technologies, ça peut s'entendre de plusieurs façons. Actuellement, quand on parle de technologie, on pense bidouillage de l'ADN, etc., etc. Moi, je pense que l'agronomie aussi, c'est une technologie.
Réfléchir à une agronomie savante dans laquelle on mettrait en place des fonctionnements écologiques élaborés de manière à augmenter la productivité, ça serait une technologie qui serait, à mon avis, bien plus intéressante que les biotechnologies telles qu'on les entend actuellement. Seulement, le malheur, c'est que ce n'est pas ces technologies-là qui ont le pouvoir, ce n'est pas ces technologies-là qui ont l'argent, ce n'est pas ces technologies-là qui arrivent pour le moment à influencer le plus les décideurs. Et le résultat, c'est qu'on rêve constamment, et l'exemple du riz doré qui est évoqué dans le film est tout à fait remarquable sur ce plan-là. Faire une bonne agronomie dans laquelle il y aurait une nourriture variée pour les gens, ça serait évidemment la bonne solution. La mauvaise solution, c'est celle qu'on prétend être technologique, qui est simplement de mettre des gènes dans le riz parce qu'on ne donne rien d'autre à manger aux gens. Et évidemment que ça, ce n'est pas une solution, mais il y a une espèce de religion, de foi dans le progrès technique qui obscurcit la vue des scientifiques à tel point que des prix Nobel ont signé une pétition disant que c'était à cause de Greenpeace qu'on ne cultivait pas le riz doré, alors que si on ne cultive pas le riz doré, c'est tout simplement parce qu'il ne produit rien du tout et qu'il ne marche pas. Merci Pierre-Henri Gouillon d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. En quête de solutions pour nourrir la planète de demain, de nombreux chercheurs aimeraient trouver une troisième voie. Et en marge du génie génétique, il y a maintenant beaucoup de solutions intéressantes pour lutter contre les parasites. Comment les insectes peuvent-ils nous aider à transformer radicalement la protection phytosanitaire? On se retrouve tout de suite.